Le fils aîné va parler. Morton. Il va bientôt être 7 heures. Je voudrais proposer le premier toast. Après tout, c'est mon devoir de fils aîné, n'est-ce pas, Helmut? Oui. Mais tout d'abord, je voudrais faire un petit discours. J'en ai écrit 2. Oui. Il y en a un qui est vert et l'autre qui est jaune. Tu peux choisir celui que tu veux. Ça va être intéressant. L'un est vert, l'autre jaune. Bien, je choisis d'entendre le vert. C'est un choix intéressant, tu verras. C'est une espèce de discours de vérité. J'ai choisi de l'intituler « Quand père prenait son bain ». Vous savez, quand nous sommes venus habiter ici, j'étais très jeune, ça a été un changement radical pour nous. Tout était différent, nous avions un immense espace pour nous et nous faisions un tas de bêtises dans cet espace. À l'époque, il y avait un restaurant dans cette pièce où nous mangeons. Et je me souviens du nombre de fois où, avec ma sœur Linda, qui est morte aujourd'hui, nous avons joué dans cette salle. Je me souviens de toutes les fois où elle avait caché quelque chose dans les plats sans que les clients s'en doutent. Et on attendait de voir leur réaction du fond de notre cachette. À chaque fois, Linda se mettait à rire. Elle avait le rire le plus chaleureux et le plus contagieux qu'on puisse imaginer. Et en moins de 2 secondes, on riait tous les deux aux éclats. Et naturellement, on se faisait prendre. C'était le risque. Mais il ne nous arrivait rien. Il s'avérait que c'était beaucoup plus dangereux quand papa prenait son bain. Et merde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais papa voulait toujours prendre des bains. Pour ça, il nous emmenait, Linda et moi, d'abord dans son bureau. Curieusement, il avait quelque chose d'urgent à régler, sans attendre. Alors, il verrouillait la porte, il descendait les persiennes, il allumait une lumière pour faire joli, et puis il enlevait sa chemise et son pantalon, et on devait en faire autant. Après, il nous faisait allonger sur la banquette verte qu'on a mise à la poubelle depuis, et il nous violait. Il abusait de nous, il avait des rapports sexuels avec ses chers petits. Il y a quelques mois, à la mort de ma sœur, j'ai réalisé que Kelg est un homme très propre, avec tous ces bains qu'il prenait, et j'ai pensé que ce serait bien que je le partage avec ma famille. Ça s'est produit en hiver, en été, en automne, au printemps, le matin, le soir, et je me suis dit, il faut qu'il sache ça de mon père. Helg est quelqu'un de propre, et nous sommes tous réunis ici ce soir pour fêter les 60 ans d'Helg. Quel vénard! Il y en a qui ont de la chance de vivre une aussi longue vie, de voir grandir leurs enfants, et même leurs petits-enfants avec Michael. Oh, j'ai assez parlé, nous ne sommes pas venus ici pour m'écouter parler toute la nuit. Nous sommes venus pour célébrer les 60 ans d'Helg. Alors fêtons-les tous ensemble. Papa, merci pour toutes ces belles années et bon anniversaire. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier. Ce soir, on a commencé avec une des scènes les plus marquantes de Festen, réalisée par Thomas Winterberg, prix du jury à Cannes en 1998. Ce long métrage va fêter ses 22 ans de sortie en décembre prochain. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, certaines salles ressortent d'ailleurs le film à l'occasion de la sortie de Drunk, le dernier métrage de Thomas Winterberg. Festen, le film qui a défini le dogme 95, un chef-d'œuvre à voir ou à revoir. Des avis sur Festen pour ceux et celles qui l'ont vu?
Waouh. Vas-y, Gaël. Mais non, mais je sais plus. Attends, je me rappelle que c'était bien, mais là, t'as dit que c'était problématique, non, Raph? Donc, j'ose plus. Non, mais je trouve que le film respecte bien le côté un peu gênant qu'il a voulu insuffler. Oui, bah oui. Voilà. Ah oui, bah la scène. Exactement. Celle-là, on est témoin. Le repas. Pour une scène de repas, je trouve que c'est l'une de celles qui résonne le plus dans le cinéma en termes de choc. Voilà. On sent vraiment le malaise. Sont en plateau avec moi pour cette 6e émission de l'année Gaël, Antoine, Vincent et Raphaël. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ensemble, nous débattrons de 3 longs métrages sortis mercredi dernier. Drunk de Thomas Vinterberg, 30 jours max de Tarek Boudali, Les 7 de Chicago d'Aaron Sorkin. Le quiz et les news seront bien évidemment de la partie. Et nous recevrons aussi Berniste, membre fondateur de l'équipe Pyongyang Productions, équipe qui a remporté le prix TCS de la meilleure référence lors du dernier 48 heures film Homemade. On a hâte de cette interview. Mais avant ce programme, on passe aux news de la semaine. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Alors au sommaire des news, le mercato de la décennie, des retournements de situation, les conséquences du couvre-feu et le point Cinémed, c'est parti. Alors on commence avec l'annonce casting de la semaine, celui de Don't Look Up, prochain film d'Adam McKay pour Netflix. En effet, on a appris qu'allaient se côtoyer à l'écran Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Himesh Patel, Matthew Perry, Ariana Grande, Kid Cudi et Tomer Sisley. Le film racontera l'histoire de 2 astronautes pas vraiment pris au sérieux par la communauté scientifique et qui font la tournée des médias pour essayer de convaincre l'humanité qu'un astéroïde est sur le point de détruire la Terre. Alors est-ce que c'est déjà pas le casting de la décennie, ce film ? Ça va coûter cher. Si, carrément. Ça vous donne envie Moi, Adam McKay, je suis un très grand fan. Déjà, mais il fait des comédies, lui, c'est ça? Adam McKay, oui, c'est celui qui a fait Vice, que tu n'as pas aimé il y a pas longtemps, mais surtout Very Bad Cops, le chef-d'œuvre ultime de la comédie. Et 30 jours max est inspiré d'ailleurs de ce film. Ah ouais? Non, d'autres avis du coup. Moi j'ai peur en vrai, parce que quand t'as un casting comme ça, en fait, c'est souvent les dernières fois où c'est arrivé, le crime de l'Orient Express. Attends, c'est ça, ouais. Où il y avait des gros castings comme ça, un peu moins impressionnants. Once Upon a Time in Hollywood. Bien sûr, je trouve qu'ils ont pas tous le temps de s'exprimer, et en fait, t'es souvent frustré parce que tu vas pas les voir. C'est sûr qu'il y a des rôles que ça sera un petit peu des caméos. Moi, je pense par exemple parmi ces rôles-là, il peut y avoir des rôles comme Margot Robbie dans The Big Short, où elle fait une petite apparition. Puis encore, Margot Robbie dans The Big Short, c'était pas au moment où elle était au sommet de sa carrière, donc. Ouais, mais moi j'avais peur que tu dises Margot Robbie dans Once Upon a Time in Hollywood. Là, ça aurait été un peu nul. Je pense qu'on va en attendre beaucoup et être un peu frustré. C'est pour ça, faut pas qu'ils annoncent les castings trop tôt, je pense. Mais après, en tout cas, on est content pour Tomer Sisley. Si c'est un film, moi j'aime bien, du genre Valentine's Day ou Love Actually ou pour les acteurs en tout cas ils étaient bien mis chacun en avant et pourtant il y avait un énorme casting. On verra ils avaient chacun leur petite histoire. C'est vrai. Alors que là je pense pas qu'ils aient chacun leur petite histoire. On verra si c'est plus film choral ou pas, mais c'est vrai que le résumé tend à dire que ça sera pas un film choral. C'est produit par Netflix, on est d'accord? Ouais. Ah oui, c'est un film Netflix. Ils vont faire comme avec Scorsese, on leur laisser champ libre pour faire un film de 3h40. Donc ça va être compliqué à regarder. Après, Adam McKay, il a pas fait des films très très longs. Non, mais ouais, mais c'est toujours des producteurs qui laissent trop carte blanche des fois, et puis ça rend. On poursuit ces infos par 2 news dont on vous parlait la semaine dernière. La première concerne le prochain Spider-Man. Alors qu'on annonçait la semaine dernière les retours très probables de Tobey Maguire et Andrew Garfield, Sony a décidé de clarifier les choses. Un dirigeant de Sony a ainsi expliqué à ET Canada que, je cite, « Ces rumeurs concernant le casting ne sont pas confirmées ». Alors on va quand même rester positif auprès de ceux et celles qui croient en cette réunion, puisque la personne en question ne confirme pas les rumeurs, mais elle ne les dément pas non plus. Des réactions. Antoine, je vais tourner vers le spécialiste Antoine, spécialiste de Spider-Man, de Tobey Maguire. On croise les doigts pour que Tobey soit là. Après, Andrew Garfield, j'en ai rien à foutre. Mais si Tobey est là, tout va bien. Pour notre deuxième news, retour de la semaine dernière, on va cette fois-ci parler d'un réel démenti. L'info en question porte sur le projet de film Tintin, dont Patrice Lecomte a parlé dans 2 interviews la semaine dernière. Et autant le dire tout de suite, les ayants droit de Tintin n'ont pas trop apprécié les différentes sorties du réalisateur des Bronzés, Nick Rodwell, l'administrateur délégué de Moulinsart, la société gérant les droits de Tintin, Moulinsart étant le château culte de la bande dessinée, a déclaré qu'il n'avait jamais rencontré Patrice Lecomte, et il dit « Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il fait des déclarations hallucinantes, il n'a jamais discuté avec Moulinsart, aucun ayant droit d'Hergé ne lui a jamais fait la promesse de quoi que ce soit, il affirme déjà avoir son casting en tête, mais en réalité il ne raconte que des histoires, point final.
Je suis extrêmement choqué par cette façon de faire. Si on veut tourner un film de Tintin, on vient d'abord nous voir. Il ajoute ensuite « Cela fait 20 ans qu'on travaille avec les Américains et Patrice Lecomte ne sait rien des projets que nous développons en parfaite entente avec eux. Ce n'est pas en faisant des annonces dans notre dos et ni en nous manquant de respect qu'il obtiendra quoi que ce soit. » Et c'est là qu'on repense à la phrase de Lecomte qui disait la semaine dernière « Le lendemain, quand on s'est revenus tous barouf, je me suis fait taper sur les doigts par mon producteur qui a trouvé que ça pouvait entraver ses discussions avec Paramount. Je lui ai répondu qu'au contraire, les réactions que l'annonce a suscitées montrent que c'est un projet qui scintille. Et bien pour scintiller, ça scintille bien. Que pensez-vous de toute cette histoire du coup autour de cette table? Je pense que c'est un imbroglio parce qu'en fait Patrice Lecomte, c'est pas lui qui discutait avec Moulinsart. En fait il discutait avec Paramount qui discutait avec... Enfin tu vois, je pense que c'est pour ça... En fait, Paramount, ils savaient très bien qu'il y avait Patrice Lecomte et qu'il y avait Moulinsart, mais ils n'avaient pas mis les deux d'accord. Mais en fait, ouais, je pense qu'il a parlé trop vite. Puis même, je vois pas pourquoi un projet comme ça qui va se faire. Je pense, limite, s'il se fait, ça sera dans 5 ans. Patrice Lecomte sera peut-être pas en pleine forme, donc. Non, mais c'est vrai. En plus, pourquoi faire tout un foin pour c'est bizarre de ça mettre un mec comme ça dessus, tu vois. Enfin bon. Bah Tintin, c'est Tintin. Non mais Patrice Lecomte, je veux dire, tout le monde s'en fout. Quoi. Il peut dire n'importe quoi. Je vois même pas pourquoi Moulinsart réagit à ça. Il faut qu'il laisse parler Patrice Lecomte. De toute façon, comme dit Raph, c'est peut-être dans 10 ans même que ça va se faire. Il sera peut-être plus là. Et ça sera Tarek Boudali qui réalisera le film. Et là, on sera pas dans la merde. C'est plus probable. Avec Philippe Lachaud en Tintin. Bah, évidemment. Franchement, tu signales. Il va se transformer en Castafiore, tu vois, ça va faire... C'était sûr. Ah oui, c'est sûr. Mais Philippe Lachaud en Tintin, franchement, tu demandais pour le casting la dernière fois, et ben je crois que tu tiens quelque chose. On aurait dit Oh mince. Patrick Timsit. On poursuit ces news avec le fameux couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron la semaine dernière. Alors que Roselyne Bachelot et de nombreux exploitants de salles étaient montés au créneau pour que la culture et notamment le cinéma aient le droit à une dérogation, le Premier ministre Jean Castex a refroidi tout le monde vendredi. En déplacement dans le nord de la France, il a notamment rejoint le positionnement du ministre de l'économie Bruno Le Maire en déclarant « Les règles doivent être les mêmes pour tous. Je suis sûr que tout le monde va s'adapter, y compris le monde de la culture dont je connais les difficultés. Je sais que le monde de la culture est impacté. Nous déploierons tous les moyens pour amortir le choc que cela va représenter. Les discussions continuent à cet effet. Je suis sûr que le secteur va s'adapter à ces règles du jeu. » Pour rappel, le couvre-feu à 21h dans 9 grandes métropoles, dont Montpellier, a pour effet que les dernières séances au cinéma, par exemple, débutent pour la plupart du temps maximum à 18h45. Et certains distributeurs ont d'ailleurs, dans un premier temps, décalé la sortie de leurs films. C'est notamment le cas d'ARP Productions avec Péninsula. Le distributeur s'est ensuite ravisé pour conserver sa date de sortie initiale, c'est-à-dire aujourd'hui, par solidarité avec l'ensemble de la filière cinéma, je cite. Dans la continuité de cette solidarité, c'est Hugo Gélin qui a annoncé dimanche que Miss, qu'il produit avec la Warner et qui devait sortir la semaine prochaine, sortait le 21, d'où sa sortie surprise aujourd'hui. Pour info, les villes touchées par le couvre-feu représentent 40% des tickets vendus au cinéma en France. Alors, que pensez-vous de cette situation, Raphaël, toi qui travailles au Diagonal, ça se passe comment ? Bah en fait c'est comme tu le disais avec Péninsula, en fait c'est une affaire de tous les jours parce que pour le coup j'étais là quand ça a changé, c'est-à-dire au début on me dit Péninsula, on l'a plus du tout en fait dans la programmation. Du coup la salle 3 par exemple, il y avait plus de films dedans vu qu'on allait passer que dans la salle 3. Et là tout d'un coup non. Et là tout d'un coup ça ressort en fait, on est obligé de le remettre. En fait ça change vraiment je pense que les distributeurs, je peux en contact avec eux évidemment, mais ils savent pas comme nous en fait, comme tu le disais, c'est énormément de tickets vendus, c'est surtout que les tickets dans un cinéma, 50% sont vendus le soir. Le soir, ouais. Donc c'est énormément d'argent perdu. Est-ce que les films vont rester plus de temps à l'affiche ? On ne sait pas trop. Et donc tous les gros films américains sont repoussés. Comme on le disait, un film d'octobre, là, le prochain Kenneth Branagh, donc la suite de Le Crime de l'Orient Express. Meurtre sur le Nil, tu vois, celui-là il est repoussé, mais au dernier moment aussi, on suit pas trop en fait ce qui se passe. Et même je pense que dans leur tour d'ivoire, ils savent pas non plus ce qu'ils font en fait. Très bien, d'autres réactions autour de la table ? Parce que le couvre-feu n'est valable qu'en France. Oui. Donc les Américains, leurs films sur leur territoire, ça va. Non, mais eux c'est encore plus la merde. Ils ont tous les cinémas qui sont fermés. Tous les cinémas sont fermés à New York et à Los Angeles, tu vois. Enfin, c'est vraiment plus important. Ouais. Ouais. Pour finir, on termine avec un petit point Cinémed. Vendredi dernier, c'est ouvert dans le contexte particulier qu'on le vient de décrire, le 42e Cinémed. Au programme de la soirée, le nouveau film de Kauter Ben-Ania, réalisatrice de La Belle et la Meute, intitulé L'homme qui a vendu sa peau. Ce film est une réelle claque esthétique où l'on suit Sam Ali, un jeune Syrien qui a pour but de rejoindre l'amour de sa vie en Europe et qui accepte de transformer son corps en œuvre d'art pour un artiste mondialement connu.
Alors le Cinémed ne pouvait mieux débuter qu'avec un tel film. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Kauter Benania qui nous a expliqué en conférence de presse d'où lui était venue l'idée du film. Et en 2012, il y avait la rétrospective du travail de Wim Delvoye, qui est un artiste belge, au Louvre. Donc ils ont exposé son travail et ils ont exposé entre autres l'homme qu'il a tatoué dans les appartements de Napoléon et j'ai vu ça. Donc il y avait cette image qui m'est restée en tête, image physique d'un homme exposé dans un musée. Voilà, et petit à petit, ça m'est resté en tête, je ne savais pas trop quoi en faire. Et petit à petit, cette idée a pris du sens et s'est développée. Et je me suis retrouvée en train de poser la question, c'est qui cet homme ? C'est quoi son histoire ? Pourquoi il se retrouve là ? Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'histoire de l'homme qui a vendu sa peau. L'équipe de The Cinema Show sera bien évidemment tout le reste de la semaine au Cinémed. On accordera d'ailleurs une large place à ce 42e festival la semaine prochaine dans notre émission. Avant nos débats de la soirée, on reçoit donc Berniste, membre de Pyongyang Productions, qui a remporté le prix The Cinema Show de la meilleure référence lors du dernier 48 heures film Homemade. Allez, viens danser mon pote. Même si tu sais pas danser, vas-y lève-toi, viens on va danser. Et je suis posé dans le club, normal. Et je lève mon verre à tous ceux qui sortent pas. Moi je suis posé dans le club, normal. Et je lève mon verre à tous ceux qui sortent pas. Salut Berniste. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Tu reconnais la musique qu'on entend dans le fond là ? Oui. C'est quoi ? C'est dans le club de Michou. Et alors une importance du coup dans ton film qui a remporté le prix de CCS de la meilleure référence. Oui, elle est très importante, c'est la base du film. Ouais. Alors comment s'appelle le film déjà ? C'est Normal. En référence aussi à une des phrases de Michou. Oui voilà, finalement. En fait on trouvait pas de titre. Donc il y a un réel propos sur Michou dans ce film. Il y a un regard amusé et bienveillant sur Michou. C'est une personne que tu n'apprécies pas forcément ? Non, c'est pas. Je l'apprécie. C'est pas que je l'apprécie ou que je l'apprécie pas. Mais j'admire son abnégation. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé dur pour en arriver là où il est aujourd'hui. Voilà. Après il fait son business. Sur Internet. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, moi, ma première question, c'est quand on voit ton film, du coup, alors je vous le rappelle, le 48 heures, c'est 2 jours pour écrire, réaliser et monter un film avec des contraintes. D'où elle vient toute cette imagination, quoi ? Très honnêtement, on a trouvé l'idée assez rapidement. On voulait faire un film de bagarre. Donc il allait avoir de la bagarre. Il fallait juste trouver une raison à la bagarre. Du genre film d'arts martiaux. Voilà, c'est ça. On avait film d'arts martiaux, donc on allait faire un film sur la bagarre. Et on a eu cette idée. J'écoutais la chanson de Michou la veille ou l'avant-veille, et voilà, je me suis dit voilà, le personnage, il va être excédé. Par quelqu'un qui écoute. Voilà, qui vient l'embêter comme ça, et ça va être la raison à la bagarre. Vous étiez combien dans votre équipe ? On était 3. D'accord, et vous avez écrit à 3 du coup ? On a écrit à 3. Après, le scénario, enfin les lignes de dialogue. Oui, ça c'était improvisé, j'imagine. Ouais, à peu près. Et comment vous avez travaillé du coup sur le reste du 48 heures ? Qui cadrait, qui... Alors, je peux citer tes camarades qui étaient avec toi d'ailleurs. Il y avait Jules Peck, et il y avait Valentin qui est un abonné à moi. Oui, parce qu'en fait, il faut l'expliquer. Toi, tu viens du monde de YouTube, finalement, moi je comme fais Michou. du YouTube. Voilà, c'est ça, je suis un confrère. Et c'est ça. Et bon, mes amis là, Jules, je le connais depuis 10 ans. Et Valentin, c'est un abonné que j'ai rencontré, et puis on a sympathisé, et on a dit on va faire un 48 heures, quoi. C'était votre premier 48 heures ? C'était notre premier 48 heures. Pour moi, c'est le deuxième. J'avais fait le vrai avant de connaître votre concours qui est le meilleur. Ouais, parce que tu considères pas que c'est vrai là, c'est ça ? Il est gratuit. Non, mais pas juste pour ça. Il est vraiment meilleur pour l'ambiance et tout. C'est vrai. Ouais.
L'autre, c'est de... L'autre, c'est du robot, c'est de l'entreprise, quoi. C'est ça, voilà. C'est une pompe à fric, quoi. C'est ça. Très bien. Mais tu avais déjà participé à un 48 heures en tant qu'acteur. Voilà, mais pas en tant que créateur. En autodidacte, si je puis dire. Donc je le rappelle, si toi tu es présent aujourd'hui spécialement, c'est que ton équipe et toi avez remporté le Homemade TCS de la meilleure référence. Alors quelle était cette référence ? C'est la référence à Old Boy. De Park Chan-wook. Alors pourquoi cette source d'inspiration C'est un de mes films préférés. C'est le film qui m'a fait découvrir le cinéma coréen. Et c'est un film qui m'a marqué. Et il y a cette fameuse scène de bagarre où ils font la bagarre. Qui reprend les codes du jeu vidéo, quoi. Ah ouais, je savais pas. Tu savais pas, tu vois, ça fait un peu Street Fighter. J'ai pas trop de culture. Non, mais arrête de dire ça. En général, donc. Et du coup, vous avez refait cette scène, mais à Carnon, voilà, sur la plage, quoi. On l'a fait à l'Espiguette. Voilà. Pour être précis. Voilà, c'est ça. C'est une belle. Ça marche encore mieux que dans Old Boy. Ouais, c'est vrai. Finalement, ça surpasse Park Chan-wook. C'est vrai qu'après. Tu vois les images, c'est vrai, vous pouvez voir les images en direct sur YouTube. Et ça, c'est celui de Park Chan-wook ou de Bernice? C'est Mystère et Boudin. Au début, on voulait cadrer de plus loin et en fait, c'était pas bon. Et après, on s'est rapproché. Et c'était facile à tourner, les séquences d'action d'ailleurs? Non, c'est ce qui nous a pris le plus de temps parce que très honnêtement, on a rien préparé. Mais vous avez fait une petite chorégraphie sur le moment, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'on connaissait pas les lieux. Il y avait des dunes. On a improvisé. On va mettre un coup de pied. Là, tu vas mettre un coup de genou. Là, tu vas sauter. Et voilà. Vous y connaissez en bagarre, donc en fait, c'est ça. Ouais, on fait souvent la bagarre. Vous y connaissez aussi en foot, avec l'usage de la VAR, qui est très importante dans votre film. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment l'élément clé du film. Puis le camion et tout, franchement. Voilà, le camion VAR était bien représenté, c'est vrai. On le voit aussi à l'écran sur YouTube, on s'y croirait. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table sur ce fameux Normal de Pyongyang Productions, ce nom d'équipe, encore une fois? Pourquoi ce nom d'équipe? Pyongyang, en fait j'ai un club de Axball qui s'appelle le HC Pyongyang, que j'ai fondé en 2011. Et bon, ça reste dans la chaîne d'ailleurs. Voilà, une chaîne YouTube. La chaîne YouTube HC Pyongyang. Alors, ça reste dans la même ligne directrice éditoriale. Représentation. Vous ne rêvez pas, vous êtes toujours dans The Cinema Show. Ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous. Bon, merci beaucoup Bernice d'être passé sur le plateau. Alors vous pouvez retrouver Normal et tous les films de cette édition sur la chaîne YouTube des 48 heures films Homemade Edition. Puis vous pouvez retrouver Bernice et ses vidéos rigolotes sur YouTube. C'est de l'humour absurde. Ouais. Comme la phrase imposée dans le 48 heures qui était, mais c'est totalement absurde. On aurait dû remporter le prix aussi. Non, parce que vous aviez mal dit la phrase. Objectivement, je pense que c'était... La polémique est là à nouveau. Oui, mais je pense qu'objectivement, on aurait dû remporter la plupart des prix. Oui, bien sûr. Ça va faire réagir, ça. Hein. Mais c'est mon avis. Voilà. D'ailleurs, félicitations pour tes 10 000 abonnés. Pardon, excuse-moi. Je viens de voir. Merci. Ça y est, ça lui fait de la lèche en plus. Bon, merci Bernice d'être passé sur le plateau aujourd'hui. Après cette petite partie interview, on passe tout de suite au débat de la soirée. Merci à vous. On passe au débat de la soirée qui porteront sur 3 films. Ouais, jusqu'au bout, il va faire chier. Donc les 3 films, Drunk, 30 jours max et les 7 de Chicago. Et on commence d'abord avec le réalisateur de Festen et de La Chasse, Thomas Vinterberg, et son nouveau long métrage Drunk, bande-annonce. Men jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Jeg skal bare have en dansk mand uden citrus. Uden citrus, ja tak. Ja. Det er godt, det her. Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. Afhandling. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. Tilstræbt til konstant niveau på en halv promille. Med henblik på indsamling af evidens om psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget social og faglig ydeevne. Det er kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke? Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8 og ikke i weekenden.
Don't know where I'm in fight, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a lie. I feel right now, somebody right now. Don't wanna worry about a thing. Det er godt nok lang tid siden, jeg har haft det så godt, som jeg har det nu. Jeg tror bare, der er mere at hente der, og måske endda lidt højere. Så vi skifter gear. Godt. Er I fuld? Nej, det er vi ikke. Forklar det for børnene, hvad som har hent. Jeg er blevet lidt fuld i går. Jeg har hele tiden synes, det var fint, at I eksperimenterede alt muligt, men det her, det er over grænsen. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der har et problem, jeg skal vide noget om. Drunk de Thomas Vinterberg. Vous êtes bien ambiancé, j'ai vu pendant la bande-annonce là sur la musique, ça vous a plu? Ça vend le film. Donc 4 amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure. Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. Donc nouveau film de Thomas Vinterberg avec un quatuor principal mené par Mads Mikkelsen, mais on retrouve aussi Thomas Bo Larsen, Lars Randt et Magnus Millang. Vincent, tu souhaitais commencer sur Drunk, vas-y. Oui, pour moi c'était quand même une petite claque ce film, j'ai vraiment adoré. Je trouvais que c'était... En fait j'étais trop dedans tout le temps et je comprenais... Enfin j'arrivais trop à cerner tous les personnages, ils étaient ultra bien écrits. Et c'est un des rares films que je trouve juste au niveau de l'alcool, en termes de l'addiction que ça fait, des effets que ça fait, de tout ce que ça implique, que ce soit les bons comme les très mauvais côtés. Et en fait, c'est vraiment, ça parle de ça, et c'est juste, c'est précis, et dans l'état d'esprit du personnage, qui est juste un mec déprimé au début, tu sens qu'il veut faire quelque chose de sa vie, il tente ça, et ça marche pour lui, et du coup il continue, et ça explose. Et en fait je trouvais ça trop beau, et il y a plein de moments cocasses, un peu comiques en surface, mais c'est profondément très triste, et voilà, moi j'ai vraiment adoré du début à la fin, j'étais trop dedans, et voilà, très bon film. Vincent est vraiment un résumé, en tout cas un état d'esprit que peut-être Antoine tu partages, non? Je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé ce film, et c'est vrai que c'est un sujet qui est en plus très compliqué, parce que ce qu'on pourrait reprocher au film, c'est qu'il montre pas assez peut-être les mauvais côtés de l'alcool, mais je pense que c'était fait exprès. Mais justement, oui, c'est fait exprès, parce qu'il y a une espèce de prise de recul où on dit on va pas juger les mecs qui boivent de l'alcool, on va pas juger leur comportement, on les observe juste. Et je trouve que du coup, je pense que ça passe aussi je répète ton mot, non, ça passe aussi par le fait que eux aussi appliquent cette rigueur-là scientifique à faire. En fait, on part d'une théorie et du coup, on la met en pratique. Ouais, et après, ils vont plus loin. C'est vraiment de l'expérience. Et parce que du coup, en plus, chaque personnage a un rapport avec l'alcool qui est un peu différent. Et du coup, ça marche hyper bien. Parce que du coup, t'as ceux qui s'en sortent. T'as ceux qui vont continuer à boire, et t'as celui vraiment qui va au fond du trou, quoi. Enfin, t'as vraiment le rapport à l'alcool sous différentes formes, et ça marchait bien. Il donne pas de leçons, c'est juste de l'observation. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Ouais, pour revenir à ce que vous avez tous les deux dit, Vincent et Antoine, c'est vrai que les personnages et l'histoire, on la comprend bien, et les personnages, en fait, on les comprend super bien dès le début avec la séquence d'ouverture où en fait on alterne entre les 4 personnages, et on comprend que les 4 ont un peu le même problème, mais avec des petites nuances, et avec cette séquence du coup d'ouverture en montage alterné, et ça fonctionne super bien. Gaël, je crois que tu es un petit peu moins enjoué que les deux autres. Ouais, je sais que nous deux, on s'est dit quand même que parfois il manquait un petit peu de rythme. Il y a des petits passages un peu plus lents, mais bon. Après, j'ai pas vraiment un défaut non plus majeur à citer. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je trouve que c'était quand même très 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 bien réalisé. Enfin, tout était hyper carré, comme on dit encore chez les jeunes. Non, mais c'est vrai, les acteurs étaient super bons.
Les scènes étaient hyper bien, je trouve, développées. La scène finale était très belle. La scène finale, moi, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Voilà. Mon ressenti du film, parce que pendant le film, du coup, à des moments, j'étais un petit peu moins dedans, mais la scène finale m'a complètement emporté. J'ai trouvé ça vraiment bien. Non, c'était vraiment bien. Mais après, moi, je pense que c'est juste une question d'identification. J'avais du mal, mais après, comme je le disais à la sortie de ma séance, et même de toute cette semaine de films, je pense que non, mais j'ai vraiment maintenant du mal avec les films qui montrent pas de femmes et qui sont pas réalisés par des femmes, parce que j'ai ni un regard féminin, ni un personnage auquel me raccrocher, et j'avoue que peut-être qu'avant je m'identifiais plus parce que je me posais pas la question, mais maintenant que je me dis que c'est possible, j'ai un peu de mal, je suis un peu genre moi j'ai pas l'impression que ça me concerne vraiment, enfin du coup j'étais quand même souvent du côté des femmes pourtant on voit pas beaucoup dans le film, mais en me disant ouais mais bon le mec il rentre, il est bourré et tout, on est censé être avec lui, mais moi ça me saoule juste plus qu'autre chose qu'ils se disent qu'il a pas la responsabilité des enfants par exemple. Oui, mais je pense que le film, comme il reste assez du coup neutre, même s'il se positionne avec les 4 personnages masculins, tu comprends que en fait c'est des cons quoi de pas faire. Non mais oui, ça c'est sûr, mais je trouve que c'est pas pareil de comprendre que c'est des cons, mais d'être avec eux. Enfin, je trouve que ça change tout. En gros, même si c'est en fait c'est un male gaze, mais un male gaze amélioré quoi. C'est-à-dire qu'on voit tout à travers le regard des hommes, mais on est critique dessus, donc c'est quand même intéressant, ça c'est sûr. Et je trouvais quand même le film très bien, etc. Mais ça reste que moi j'ai pas réussi à aller complètement avec eux parce que j'étais tellement en train de me dire que des fois je sais pas, je trouvais que leurs conditions des fois m'énervaient, et après je trouve que c'était finalement, comme tu disais Vincent, très 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 triste, et du coup moi des fois je me dis je pense que je veux tellement pas être triste aussi que je préfère un peu me détacher aussi, parce que c'est un film qui a quand même beaucoup d'humour, oui, mais je veux dire on sent tellement à la tristesse, enfin je sais pas, il y a un genre de désespoir qui est un peu pour moi qui me fait un peu peur quoi. On arrivait même à sentir leur haleine d'alcoolique. C'est incroyable quoi. Moi je sentais l'alcool, j'avais mal à la tête avec un procédé. Je trouve qu'il fonctionnait bien aussi, ces intertitres en noir où il y a le taux d'alcool, où il y a toutes ces théories, les SMS, et puis il y a ces passages aussi, un passage au milieu du film avec les politiciens qui sont tous qui est assez drôle. On voit notamment Nicolas Sarkozy, Boris Johnson. Moi je l'attendais parce que je me suis dit c'est sûr qu'ils vont nous le sortir. Sarkozy qui a arrêté l'alcool apparemment, donc c'est ça qui est drôle, c'est que du coup tu dis... en fait c'est l'impression que en regardant ce film c'est un passage obligé, l'alcool pour ça. Comme tu le disais, c'est dommage d'ailleurs que ça soit juste avec des hommes, enfin non, et je crois qu'il y a la chancelière allemande Angela Merkel qui a un peu cette scène, mais sinon la plupart du temps on voit dans ce film que l'alcool c'est quelque chose d'homme, alors que finalement même si culturellement on le voit dans le film, même je connais pas trop le Danemark, mais en tout cas la femme de Mads Mikkelsen parle du fait que c'est pas problématique que tu boives en fait. Oui, c'est le fait que tu boives avec dans le pays. Voilà. C'est le fait que tu boives sans moi en fait, c'est ça qui est problématique, c'est le rejet aussi au sein de l'alcool, parce que finalement l'alcool en fait c'est pas vraiment problématique dans ce film. Je trouve qu'on le voit plus comme une hymne à l'ivresse un peu. À l'ivresse, à la confiance, enfin c'est vraiment un truc, c'est un film entre confiance et dépendance, et je trouve que la frontière est vraiment super argileuse dans tout le film, et quand on passe dans la dépendance, on a l'impression d'avoir raté un truc, on a l'impression que ça passe vraiment trop vite et on n'a pas décidé. C'est-à-dire que le passage, comme tu le dis, avec l'intertitre de 0,5 g à 0,6 passe vraiment très vite, et on se dit waouh, on va trop loin, ça dégénère en fait. Et même si cet aspect-là est assez important, on a quand même une vision pas super totalement négative du film, de l'alcool dans le film. Mais c'est ce que disait Antoine aussi. C'est ça qui est assez fort. C'est ça qui était apprécié. Mais toi, t'as bien aimé ça ? J'ai beaucoup aimé le film. Par contre, j'ai pas été saisi du début à la fin. Je pense que c'est par rapport aux... c'est des cinquantenaires, tout ça, je trouve qu'ils sont assez... Enfin, je rentre pas trop dans ce cercle-là, et j'ai l'impression de pas y être rentré, en fait. J'ai l'impression que c'est un cercle d'amis qui est assez serré, et j'ai l'impression de pas avoir eu ma place dedans. Mads Mikkelsen, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il est incroyable, je trouve. Formidable. Oui, je pense que si ça avait été... parce que c'était un film qui était sélectionné à Cannes, et peut-être qu'il aurait joué pour ce prix d'interprétation. C'est sûr. Je pense qu'il aurait été dans les favoris. Et la scène finale ne fait que confirmer ça. Et je trouve que ça rejoint bien le côté genre la confiance, se laisser aller
Cette scène finale, elle le résume. Parce que, en fait, ils s'en foutent de l'alcool, c'est un prétexte pour la confiance. Ouais. C'est un film qui c'est sur des profs, en fait, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est des profs qui galèrent, en fait, à chaque fois, chacun différemment. De psycho, du coup, de musique, d'histoire et de sport. Enfin, c'est pas vraiment prof. Si, c'est un prof de sport. Oui, c'est vrai que ça. Et bien, en fait, à chaque fois, ils galèrent et t'as l'impression qu'ils ont besoin quand même de ce coup de fouet de confiance là qui est donné par l'alcool en fait, mais ça peut venir d'autres choses. C'est pour ça l'hymne à l'ivresse, l'ivresse c'est un truc à rapport à l'alcool, mais ça peut venir d'autres choses. Un personnage amoureux, là on voit que avec sa femme ça va plus du tout et l'alcool peut amener peut-être à une ivresse amoureuse qui peut commencer, mais on a l'impression qu'il manque d'un truc et c'est la crise de la cinquantaine, quarantaine qui est décrit dans ce film. Juste comme ça, qu'est-ce que vous pensez de la carrière de Thomas Vinterberg ces dernières années? Parce que c'est quand même surprenant, hein. Il passe de loin de La Foule déchaînée à La Communauté, donc un film anglais, puis un film danois, puis il passe à Kursk, qui était produit par Luc Besson, et là il revient sur un film plus indépendant danois. Il essaye, je pense qu'il essaye des choses. Non, c'est marrant parce que c'est un grand ami de Lars von Trier aussi, Thomas Vinterberg, et du coup ils ont commencé ensemble, mais il n'a pas la même carrière, quoi. Lars von Trier, je le vois pas faire un film avec Luc Besson. Même s'il a fait la pub de comment ça s'appelait, GMF ou je sais pas quoi. Ouais, la pub très connue là où il y a la valse de je sais plus qui, mais voilà. Voilà. Ça c'est Lars von Trier qui a fait cette pub. Voilà. Non, mais tout ça pour dire, Thomas Vinterberg, il a une carrière assez surprenante, éclectique. Pas très constant, mais Kursk qui était vraiment bien d'ailleurs. Hein. Moi j'avais beaucoup aimé. Après, je sais pas, parce que c'est deux personnes qui ont atteint le succès assez rapidement. Mais à Cannes, du coup, avec Sylvester, son premier film était primé. Tout ça. Tu sais pas comment t'as envie, tu dis, je fais autre chose. Je quitte le dog, mais je fais autre chose. En fait, je pense qu'il a toujours envie d'essayer autre chose, mais voilà, c'est le lot de tous ceux qui ont réussi très tôt. En fait, je pense qu'ils ont trop envie de se réinventer et du coup, ils se cherchent tout le temps. Mais là, je trouve que c'est vraiment un film abouti, tu vois. Pour le coup, La Communauté, on a l'impression que ça racontait pas grand-chose. Là, j'ai l'impression qu'il fait quand même quelque chose de l'intime avec Drunk, mais qui parle sur beaucoup de personnes en même temps. Enfin, j'ai l'impression que c'est intime, c'est très, très sensible et c'est assez émouvant quand même. À la fin, comme tu le dis, mais j'ai pas été pris totalement. Je trouve que c'est un film assez difficile à accepter. C'est un film un peu long quand même. Il a du mal à démarrer, je trouve. Mais après, quand on est pris dedans, non, moi je trouve qu'il démarre plutôt bien. Mais d'ailleurs, il parlera peut-être à son ami Lars von Trier, du coup, qui est lui connu pour son penchant pour l'alcool. Voilà. Quelque chose à ajouter sur Drunk? Un film qu'on recommande dans l'équipe, en tout cas. Je pense qu'il faut faire attention, juste si on va aller voir. À pas être trop sujet, je sais pas, je trouve que c'est quand même un film. N'oubliez pas que l'alcool est une drogue, c'est une des plus puissantes. N'allez pas le voir si on est trop. Si on est trop concerné, c'est ça que tu veux dire? Non, concerné, ou même je sais pas si on va en gros mettre un petit warning sur. Ça parle d'alcool et de sujets assez graves et que c'est pas. Et d'autres sujets assez graves, mais sans spoiler. C'est vrai. Mais que voilà. Bon, c'est sûr, Drunk ne parle pas de football, quoique s'il y a une séquence de foot. Alors, comme vous l'avez sans doute compris durant ce débat, j'ai adoré le final et je pense que je suis pas le seul du coup de Drunk. Et outre le talent de Mads Mikkelsen, la séquence finale doit aussi son exceptionnalité au titre What a Life, chanson du trio danois Scarlet Pleasure. Et pour notre première pause dans l'émission, on va donc s'écouter What a Life de Scarlet Pleasure. Beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay,
do. I got some money but ain't got no plans. It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? Don't really have a clue. Nothing I need to do. I got some money but ain't got no plans. It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay. That we living this way. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. Vous pouvez foncer voir Drunk rien que pour ce final, hein, déjà, avec Mads Mikkelsen, terrible. La bande à Fifi, ça vous évoque quoi, vous, là, autour de la table? Ah ouais, je fais pas de transition. Fifi et Loulou, les canards. C'est moi, ça m'évoque des films de merde. Et est-ce que 30 jours max de Tarek Boudali va déroger à la règle? Réponse dans quelques secondes après la bande-annonce. La voiture du rat approche. On est en position, commissaire. Il faut le prendre en flagrant délit. On ne bouge pas. T'es dit? T'es qui, toi? Ryan, on habite dans la même cité. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Par contre, tu peux pas rester là parce qu'on est sur une grosse intervention, là, ça risque de tirer dans tous les sens. Tu ferais mieux de partir. Vas-y, c'est bon. Allez, vas-y. Il vous reste très peu de temps à vivre. Très peu de temps, c'est-à-dire? 30 jours. Max. Bien. Ça nous fera 35 €, s'il vous plaît. Determination to conquer all my ambitions, despite all the conditions. Venez vite, il y a une prise d'otage. Laissez-moi faire, commissaire. Lève ton arme. Soigne-toi. Je vais reprendre l'enquête sur le rat. On me redire ça? On a déjà une piste. L'adresse de Saint-Maurice. Encore de la paperasse. Oh putain, j'ai raté! 30 jours max de Tarek Boudali, ce film d'action français qu'on attendait. Ryan, du coup, joué par Tarek Boudali, est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu'il n'a plus que 30 jours à vivre, il comprend que c'est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L'éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue. Donc dans ce film, on retrouve, outre Tarek Boudali, Philippe Lachaud, qui donne son nom à la bande à Fifi. On retrouve aussi Julien Ruti, qui fait aussi partie de la bande. Mais on a aussi Vanessa Guide, José Garcia, Marie-Anne Chazelle, et puis plein d'autres petits guests. On a Nicolas Marié aussi qui a un rôle. On retrouve Chantal Latsou. Ah oui, Antoine, t'es content de me voir? Voilà, grosse imitation de Chantal Latsou. Hugo Lloris, allez, je le dis, il y a Hugo Lloris. Je spoil. Allez, il y a Hugo Lloris. Aucun intérêt de voir ce film. Non, parce qu'il y a encore d'autres guests. Je me tairai sur ça. Qui souhaite commencer sur 30 jours max? Déjà, est-ce qu'on a aimé autour de la table? Est-ce qu'on souhaite commencer déjà? Est-ce qu'on en parle? Moi, j'ai adoré le final avec Mads Mikkelsen, était formidable. On a changé de film. Ouais, c'était pas dans 30 jours max, ça. Ça a été stylé, tu me diras. Non, Raphaël. Allez, Raphaël. Allez, alors pour le coup, moi j'ai une relation avec les films de la bande à Fifi qui est assez particulière, c'est-à-dire que... Je les adore. Je les kiffe. Non, en fait j'ai toujours trouvé dans le ventre mou, c'est-à-dire je me suis dit, c'est toujours des films genre... dans la moyenne du mauvais film, je sais pas, pour moi c'est en dessous du Kev Adams quand je me disais ça. Là,
avec ce film 30 jours max, ils descendent en dessous du Kev Adams. Alors que je trouvais ça au-dessus. Putain, mais Kev Adams, je trouve ça plus drôle. Hein. Je me suis dit, les profs 2, tu vois, c'était quand même en dessous de Nicky Larson et Babysitting. Tu vois, je le plaçais là, je me suis dit, bon. Mais sauf que là. Vas-y, non, poursuis. Sauf que là, ils reviennent avec un film qui est super maladroit, qui déjà est super insultant dans plein de scènes, qui est vraiment très très gras. C'est l'humour, vraiment, j'ai rarement vu ça au cinéma, en tout cas dans les années 2000, un film aussi gras. C'est très très mal joué. Il y a il y a énormément. C'est un film qui va nous vendre énormément de blagues. Dans plein de styles d'humour, c'est-à-dire du comique de situation, du slapstick un peu des fois, de l'absurde. Voilà, de l'absurde, un peu tous les gens, ils vont tout bourrer, ils vont dire, il y en a pour manger quoi. Il y en a pour manger, il y en a une qui va passer et tout ça. En fait, on a plein de blagues comme ça qui nous arrivent devant nous, on les saisit pas tous et en fait quand on les saisit, on se dit mais ça passe souvent à côté, même tout le temps à côté en fait. Et il y en a pas pour ceux qui étaient derrière. Pas pour ceux qui étaient derrière. Donc ça passe derrière nous. Mais il y a toujours des gens derrière qui rigolent. Ouais, c'est vrai. Chaque spectateur a quelqu'un. Le problème, c'est que c'est un film quand tu te mets tout devant, en fait. C'est un film qui est tellement dans ce truc-là, dans Nos Frères Trop, qu'en fait, on va rire à une blague et on va s'en vouloir pendant tout le film. On se dit, putain, le film vraiment est totalement. On se demande pourquoi les gens sont là. Marianne Chazelle et Chantal là-dessous, elles sont vraiment, c'est des personnages humiliés, tu vois. Enfin, t'as plein de personnages très gênants, on comprend pas pourquoi ils sont là. C'est pas drôle en fait, c'est pas drôle et le comique de situation qui arrive dans certains moments à me faire rire. Moi il y a une blague qui m'a fait rire, je l'avoue. C'est un comique de situation. C'est le truc avec et de répétition, c'est le truc avec l'oreillette. Moi aussi ça m'a fait rire. Qui était, je trouve, assez très fin comparé au reste. Et vraiment c'est là où tu te dis en fait il y a que ça et c'est vraiment pas terrible du tout. Et en fait, si tu sauves ce genre de blague, c'est que vraiment le film est très très mauvais et très en plus, gênant. C'est sur des personnages secondaires. Exactement. C'est ça. Exactement. Même tertiaire, si ça existe. Non, c'est sur des figures. Voilà. C'est un film, en fait, on rigole énormément des personnages. On rigole jamais avec. On rigole jamais avec les personnages. Et voilà, non, c'est très très mauvais. Voilà. C'est tout. Sur Allociné, ils ont aussi noté sur Wikipédia, il y a aussi dans ce film McFly et Carlito, personnage de dos. Voilà, magnifique. Ouais, et juste, excuse-moi pour finir. Je sais pas si je reprendrai la parole dessus, mais je pense pas. Adieu les cons, qui a un peu le même concept, c'est-à-dire qu'on va annoncer on va annoncer un personnage donc qu'il a plus que quelques jours à vivre, en tout cas voilà. C'est le concept des deux films qui arrive dans quelques semaines. Ne compare pas. Quelques jours, quelques jours même. Donc même voilà. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Exactement, c'est aujourd'hui. Voilà, donc allez le voir si vous voulez voir un film où il y a ce genre de principe qui est assez acceptable. En tout cas, moi, ça me donne envie de voir un film. Qu'est-ce qu'il va faire de ces jours, qu'est-ce qu'elle va faire en tout cas pour le film de Albert Dupontel. Et voilà, foncez plutôt voir ce film que 30 jours max, et c'est le même sujet, et c'est plus drôle, et bon, c'est pas ouf non plus, mais c'est mieux. C'est pas mal quand même. Pour moi, la bande à Fifi, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, sont à la Comédie Française, ce qui est Illumination Entertainment dans le monde de l'animation, ceux qui font Moi Moche et Méchant. C'est-à-dire des films qui sont vraiment genre, mais tu comprends pas. Ah oui, je déteste ces films, et en plus, c'est des Français les deux, hein, tu vois, et qui sont pas drôles du tout, mais qui rapportent à max, parce que les films de la bande à Fifi. Mais alors attends, je suis allé voir les chiffres quand même. Celui-là, il peut marcher juste déjà à cause de McFly et Carlito, ou grâce à McFly et Carlito. Vous le prenez dans le sens que vous voulez, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir parce que ils apparaissent de dos. Ouais, mais moi, je vois McFly et Carlito, ça me donne pas du tout envie. Mais toi, tu t'en fous. Tu l'as quand même vu. T'as 60 ans. Tu l'as quand même vu. Donc je pense que moi, je suis allé voir. Je suis allé voir la bande-annonce pour pouvoir la passer, et j'ai regardé le nombre de vues. Et c'était 1 300 000, alors que d'habitude les bandes annonces sur les trucs officiels c'est genre peut-être 100 000, 200 000 personnes. Et la plupart des gens en commentaire c'était que McFly et Carlito, vous êtes là pour McFly et Carlito. Donc je pense qu'il va y avoir aussi un truc comme ça qui va faire que joue sur le guest. Il y a beaucoup de gens qui vont venir, et puis de base, la bande à Fifi, c'est des films qui rapportent à max. Alibi.com, c'est 5 millions de spectateurs en salle. Nicky Larson, bon, c'était un petit peu moins, mais c'était 2 millions quand même. Tu es en train de nous dire que le cinéma français aujourd'hui, c'est du cinéma de guest, c'est du cinéma de petites scénettes de merde, et les gens vont voir ça. C'est fit and fun. C'est mauvais. Fit and fun. C'est triste. Alors à ce moment-là, faire des films de 3 minutes où tu mets que des trucs, que des guests, et puis voilà, tu fais des films de 3 minutes. Mais là, en vrai, c'était pas vraiment un guest, on peut pas appeler ça comme ça. Pour McFly et Carlito. En gros, lui, je pense qu'il s'attendait pas du tout. Il s'en foutait, lui, de le faire. C'était pas genre en mode, il a pas invité exprès, tu vois.
c'était une coïncidence par rapport à. Mais après, tu suis pas leurs vidéos, mais c'est. Pas du tout. C'était un pari, voilà. Mais fin lui, de il la avait pas prévu ça parenthèse sur McFly et Carlito, mais en tout cas, je vous le dis à l'antenne, je les déteste. En tout cas, ce que j'aime avec la bande à Fifi, c'est que à côté, je trouve que Frank Gastambide, c'est Stanley Kubrick. C'est vrai. Fabien Antoniente, c'est Steven Spielberg. Tu vois, ça a plus de subtilité d'un coup, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'être aussi mauvais en écriture, en réalisation et en blague, finalement, c'est quand même un montage aussi. Un montage, c'est très très fort. Enfin, là, on est sur du niveau. Vas-y Antoine, qu'as-tu pensé du film alors, non, moi c'est pareil que Raph. Je pense que Raph, il a survolé un peu tout. Enfin, déjà, le scénario ne tient pas debout. À partir du moment où, je sais pas si c'est un spoil de dire ça, mais quand le médecin se trompe et dit j'ai raté une virgule. En quoi rater une virgule, ça peut faire un truc qui, c'est bizarre. C'est censé être une blague. C'est censé être une blague, mais moi j'ai même pas compris parce que il a eu les résultats avant et finalement il fait les résultats viennent de tomber. Il y a tout un suspense qui tient sur le fait qu'il doit appeler parce que le médecin se fait arrêter en même temps. Et du coup, il a le droit à un appel. Et donc, l'assistant du médecin, il se dit il va quand même appeler Tarek Boudali, le personnage de Tarek Boudali, parce que il faut le prévenir qu'il va pas mourir. Et sauf qu'il appelle, il appelle son avocat. Mais d'où, toi, tu peux pas prendre ton téléphone portable et appeler à côté. Moi aussi, je me suis dit ça. Je me suis dit vraiment, ça n'empêche pas de l'appeler. Mais après, je me suis dit, est-ce qu'un scénario crédible, ça aurait sauvé le film ? Peut-être pas. Alors peut-être que pour nous, on aurait été plus indulgents. Parce que ça veut dire oui, c'est crédible au moins. Enfin, je veux dire, le portail est ouvert, on saute pas dommage, par-dessus. C'est un film qui se réclame un peu de Die Hard aussi, tu vois, dans certaines scènes. C'est des Sherlock Holmes, mais même ça, c'est mal foutu. Mais ça, c'est juste le mec, il aime trop. Il a fait j'ai trop envie de faire cette scène. En gros, je pense qu'il a droit à tout. Du coup, il fait tout ce qu'il veut. Mais c'est tellement triste. Oui, alors, tellement triste. En parlant de tout ce qu'il veut, tu vas pouvoir rebondir dessus, Gaël. C'est la scène à Las Vegas aussi. Mais ça ne sert strictement à rien. C'était juste un kiff qu'il avait Tarek Boudali. Mais je pense qu'en fait, le genre de film comme ça, mais comme Brutus vs César d'ailleurs, c'était la même chose. Je pense que c'est des gens qui, qui ont un manque de confiance ou qui ont un ego surdimensionné et qui font des films que en fonction. Enfin, le problème des acteurs et réalisateurs, c'est que je pense qu'elle est dure la limite entre se dire est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut à mon personnage ou est-ce que c'est ce que je veux qui se passe qui m'arrive dans la vie. Pour mon plaisir. Ouais, ça. Et du coup, je veux dire, vraiment, il se met torse nu parce qu'il a envie de montrer ses muscles, c'est sûr. Oui. Je veux dire, tu peux pas penser que c'est pour autre chose. Et comme dans Brutus, que c'est, il se fait aimer comme ça pour un rien, il se fait adorer, etc. Et là, c'est pareil, tout, ça se voit que c'est parce que c'est lui qui joue. Je pense que si c'était dit que c'était quelqu'un d'autre, il aurait fait les choses autrement. Mais tu as pu t'identifier à son personnage féminin qui était merveilleusement bien écrit. Qui remplace son ex-femme ou son ex-copine ou... C'est vrai qu'il y en a des gars. J'avais oublié ce personnage. Une connasse et une conne. Et sa grand-mère. La figure maternelle. Et là, c'est plus d'un côté, voilà. Autre, mais, Vincent, sur 30 jours max. Ouais, non, vous avez un peu tout dit. En fait, je sais pas, moi, je m'attendais pas à voir un truc bien, mais juste, en fait, j'aime bien le concept du film, justement, où c'est quelqu'un qui a tant de jours à vivre et du coup, il décide de faire un peu ce qu'il veut. Sauf que voilà, ça peut être des trucs de ouf, ça aurait pu être un truc entre genre Very Bad Trip et Walter Mitty où tu vois vraiment des beaux trucs. Et puis non, le mec il décide de faire son métier et voilà. En fait. Non, au début il veut pas faire ça, il veut profiter de la vie. Ouais, c'est ça, mais finalement. Il se fait rattraper par ses démons, quoi. Ouais, mais ça joue pas bien. C'est assez choquant quand même. Genre les dialogues, c'est on va lui rendre une visite. Moi j'étais devant en me disant mais qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc sinon tout le reste a été dit. Il y a pas des bons personnages, il y a une blague qui m'a fait rire quand même. À chaque fois, j'essaie de trouver à chaque fois, j'essaie d'en trouver une. On a réussi à se souvenir de la blague qui nous a fait rire. Je me suis dit, si elle était dans un beau film, elle m'aurait vraiment beaucoup fait rire. Mais là, elle était dans un mauvais film, du coup, j'ai fait. Et c'était la blague du matelas de pompier. Oui, parce que il revient en arrière. Après, ça c'est courrier. Beaucoup des vannes comme ça, on les voit venir. C'est-à-dire, à un moment, il y a un enfant, il s'est fait greffer des seins. On se dit, voilà, tu vois, ça match. Ah non, mais ça, je me suis tournée vers Simon et je me suis dit, ah non. Et oui, ça va arriver. Bien sûr. En fait, tu vas arriver, les gars. Parce que vu comment c'est filmé, en fait. Vu comment c'est filmé, tu sais comment. Il y a beaucoup de vannes aussi que c'est du déjà vu. C'est des vannes qu'on a déjà vu 1000 fois. Mais qui étaient déjà dans les précédents films de la bande à film, dans Nicky Larson. Tu sais que par exemple, ils sont dans un hôpital,
il est forcément pris pour un autre. T'es sûr qu'il va se faire greffer des seins. En fait, t'as l'impression que t'es sûr qu'il va se passer un truc absurde, mais absurde dans le sens de la bande à Fifi, tu vois. On connaît tous leur genre d'humor, c'est genre. Parce que les hôpitaux, c'est bien connu que les hôpitaux ne greffent que des seins dans cet univers. Et ne vérifient pas. Oui, ne vérifient pas, parce qu'il y a un mec qui est brun et un mec qui est blond. Mais c'est la comédie, tu vois. Gaël. Le truc, c'est qu'en fait, je trouve qu'il est tellement mauvais que, tu sais, on pourrait passer longtemps à dire juste un des défauts. Enfin, vraiment, le scénario est pas crédible. Tu peux t'arrêter plan par plan dans le film. Mais juste, franchement, là, je supporte pas la transphobie de ce film. Enfin, justement, on a déjà dit du coup qu'il s'est greffé des seins. Et c'est genre, est-ce que c'est vraiment drôle de voir, j'aime pas, il joue sur le fait que ce soit hyper drôle, mais de ouf, de voir un homme devenir une femme. C'est sexy, c'est transphobe. Mais pour moi, c'est hallucinant. Je veux dire, on est en 2020. Les gens, ils sont pas si vieux. Je veux dire, ils sont un minimum au courant de ce qui se passe. Je veux dire, c'est pas. Non, mais moi, je sais pas. C'est quand même fou, je trouve. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Enfin, jamais. Jamais c'est drôle en fait. Oui, par exemple, s'il y a deux hommes qui vont tomber et s'embrasser, ça sera drôle parce que c'est deux hommes qui s'embrassent. Oui, c'est ça. Tu vois, la blague vient du fait que d'ailleurs, regardez, c'est drôle. Épouse-moi mon pote, c'était le précédent film de Tarek Boudali. Il a fait les deux. Et qui avait été un succès d'ailleurs. D'ailleurs, un succès en Russie. C'est le pays où il a le mieux marché apparemment. Ça m'étonne pas. De toute l'Europe. Non mais je sais pas, je trouve que c'est quand même hallucinant. Moi, j'arrive pas à comprendre. Il y a bien quelqu'un qui leur a dit à un moment, peut-être que ça peut poser problème. Et je suis sûre qu'ils se sont dit, non, ce qui est drôle là, c'est que lui, il voudrait pas avoir de sein et que là, du coup, il en a. Mais non, enfin, c'est vraiment il y a des gens, c'est hyper sérieux pour eux de faire une opération comme ça. Et là, il la tourne au ridicule. Enfin, ça me rend folle, en fait. C'est d'ailleurs, peut-être la personne à qui il prend la place, c'était un truc sérieux et on aurait pu avoir un film sur ce personnage. Réalisé par Tarek Boudali. Où les scènes se croisent. D'accord. Bon, on clôt là-dessus pour 30 jours max. On n'allait pas le voir. Ouais, on n'a pas aimé, contrairement à Drunk. Alors, est-ce que le dernier film de la soirée, on l'a aimé En 2017, le très grand dramaturge américain Aaron Sorkin réalisait son premier film, Le Grand Jeu. 3 ans plus tard, le cinéaste revient pour Netflix avec Les 7 de Chicago et son casting 5 étoiles. Bande-annonce. You know why you're on trial here? You all right? I was until I saw that. Martin's dead. Bob is dead. Jesus is dead. They tried it peacefully. We gonna try something else. These rebels without a job, they're a threat to national security. This revolution, we may have to hurt somebody's feelings. Get out of the street! Get out of the street! When you came to Chicago, were you hoping to draw the police into a confrontation? I'm concerned you have to think about it. Give me a moment, would you, friend? I've never been on trial for my thoughts before. Les 7 de Chicago d'Aaron Sorkin. Lorsque la manifestation en marge de la Convention démocrate de 1968 tourne à l'affrontement, ses organisateurs sont accusés de conspiration et d'incitation à la révolte. Donc il y a eu un comment on appelle ça déjà, un procès qui s'en a suivi, voilà. C'est un peu le cœur du film en plus. Donc c'est un film avec Yahya Abdul-Mateen qui joue Bobby Seale, Sacha Baron Cohen qui joue Abby Hoffman, un des accusés aussi, Jeremy Strong, Eddie Redmayne, John Carroll Lynch, Joseph Gordon-Levitt qui à l'inverse joue un avocat qui est contre eux, Frank Langella qui joue ce jury que tout le monde déteste dans le film, j'imagine. Et puis on a d'autres acteurs, mais je tairai le nom cette fois-ci, même si je crois que c'est écrit sur l'affiche, un des acteurs un peu guest qui apparaît à la fin. Pas non plus fou. Voilà. Donc Gaëlle, tu souhaitais commencer sur les 7 de Chicago d'Aaron Sorkin. Alors moi en fait ce film, c'est un peu comme Drunk, c'est marrant. C'est que je le trouve très bien fait, très juste. J'étais très énervée pendant quand on regardait le film. Le juge. Le juge, ouais. Ah non, mais c'est très dur. Langella qui est vraiment un comédien exceptionnel,
de théâtre très souvent, mais à chaque fois qu'il joue au cinéma, il est quand même assez marquant. Mais il joue très 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 bien, mais alors on le déteste à un point. C'est très 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 dur de faire face à ces injustices tout le long. Et puis je trouve que les comédiens étaient quand même très bons en général. Et puis moi j'adore les films comme d'habitude qui font apprendre des choses sans avoir besoin d'ouvrir un livre. C'est une passion pour moi. Donc voilà, au moins j'ai appris l'existence de cet événement. C'est vrai que c'est un événement qui est assez peu connu en France, alors qu'aux États-Unis, ça avait beaucoup fait parler. Il y a eu des chansons qui ont été faites dessus, tout ça. Ouais, le procès était hyper long aussi. Et tu sais quoi, pour une fois, non, pas Bob Dylan. Pourtant, c'est bien les trucs. De Nash, je crois. Peut-être, je sais plus. Et en gros, j'ai pas vraiment pareil de reproches à faire, mais comme Zarek, vraiment, je sais pas pourquoi c'est si similaire, mais. Encore une fois, peut-être le manque de personnages. Mais voilà, en gros, c'est ça, c'est le truc, c'est que je l'ai trouvé très bien, objectivement, mais pareil, j'arrive pas, j'ai un souci d'identification. Ou peut-être que ça manquait de McFly et Carlito de dos. J'hésite entre les deux, j'hésite. Et ils apparaissent. Ah, voilà. Je ne te dirai pas quand. Non, mais là, en gros, déjà, je trouve que là, au moins, entre guillemets, c'est plus justifié, parce que comme c'est une histoire vraie et que c'était que des hommes, je comprends que c'est moins facile de mettre des femmes en avant. Mais en termes juste de fictionnalité, j'avais quand même aussi du mal, parce que je sens que je sais pas comment dire, même les sujets de conversation anodins, je sais pas comment, en fait, il y a une telle liberté octroyée à ces hommes-là que des femmes de la même époque n'ont pas. Je sais pas comment dire, il y a un truc où on les plaint parce que c'est horrible leurs conditions, et en même temps tu te dis ouais, mais ils ont eu une chance, je sais pas, ils ont eu cette chance de pouvoir faire ça. Il y a un truc, je sais pas, qui me gêne. Qui me gêne. C'est pas vraiment qui me gêne, c'est juste que voilà, ça arrive pas à rentrer dedans complètement. En gros, un film à qui j'ai rien à reprocher n'a pas par exemple une note excellente sur Sens Critique pour moi, parce que il y a ce truc là où je me dis c'est pas. Peut-être ça t'a moins touché aussi. Voilà, ça va pas jusqu'au bout, ça m'a moins touché, mais après j'ai vraiment rien à leur reprocher. Je trouve qu'il était quand même super bien. Un peu peut-être classique, mais ça gênait pas tant que ça. Ça m'a surpris d'ailleurs d'Aaron Sorkin, parce que si vous revoyez Le Grand Jeu, c'est un film qui est quand même assez funky, où la mise en scène était assez particulière à des moments, tout ça. Il tentait beaucoup de choses, alors que là il reste vraiment très classique, et je pense que c'est pour laisser vraiment ces comédiens s'exprimer au mieux, parce qu'il y a quand même des comédiens là de qualité et qui sont tous vraiment excellents, et je pense que ça participe aussi à ça. Mais parce souvent, que le film est très sérieux aussi, je pense qu'il a peut-être oui, c'est vrai que Le Grand Jeu, donc le personnage de Jessica Chastain, elle était un petit peu borderline, tout ça, donc ça jouait peut-être avec ça. Les films de procès, je trouve quand même qu'en général ils sont très classiques, c'est rare de voir quelque chose de... Après, il a cette qualité que en fait le film commence avec une présentation de ce qui se passe avant le congrès, ce fameux congrès où il y a eu les affrontements, et puis après il passe directement à l'après congrès et il passe directement au procès, et du coup quand on va revoir des images de ce qui s'est passé au congrès, déjà ça arrive pas tout de suite, c'est pas dans l'ordre chronologique, et ça passe à travers des flashbacks et des montages, un montage alterné qui est vraiment qui fonctionne très bien. Il y a deux séquences qui sont quand même plus longues et qui sont les séquences d'affrontement et qui sont vraiment excellentes. Mais justement, moi je trouve que c'est peut-être ça qui marche le moins. Toi, je sais que ça t'a perdu ces moments-là. Déjà parce que moi je comprends rien à la vie déjà. Non, mais c'est juste que moi je trouve que ça aurait été plus fort peut-être que le procès, mais bon. Moi j'attendais. Honnêtement, j'ai bien apprécié ça, parce que du coup, je trouvais que ça t'aidait par rapport au procès, et que du coup, les films procès hyper classiques, c'est chiant au bout d'un moment t'es dans le procès, tu sais très bien comment ça se passe, t'as l'avocat de la défense qui remporte la bataille, ils sont tout contents et tout, et puis ils sont acculés, et puis au dernier moment ils gagnent, et c'est incroyable. Là du coup c'était pas ça, donc c'était bien et c'était pas chiant, et puis comme tu dis, ce juge infernal avec ce sentiment d'injustice et de frustration, ça marchait hyper bien. Après ça reste un film de procès, et moi ça peut pas être un film génial à cause de ça. T'aimes pas Menteur Franchement, moi je trouve qu'un film génial, Les 12 hommes en colère. Mais c'est encore un concept différent, parce que là c'est même pas c'est même pas procès. Mais là tu vois, ils ont réussi à faire un truc incroyable. Alors faut que le concept soit extraordinaire. Mais une intime conviction, je trouve que c'était peut-être plus une intime conviction où moi je pense après là ça va être un film un peu plus classique, et le procès intervient que dans la dernière partie, mais c'est JFK de Oliver Stone, qui est un film vraiment grandiose,
Et il y a une partie film de procès finalement, mais c'est que la dernière partie. Tu vois, c'est encore différent. Le film dure 3 heures, donc une partie c'est 1 heure. Tu vois. Vincent, toi qui t'es informé de ce fameux congrès, qu'est-ce qui s'est passé sur des sites américains en plus, très peu connus. Non, parce que moi, un peu mon problème avec les films historiques ou qui parlent de faits réels, c'est toujours, on ne sait jamais à quel point c'est romancé ou pas. Ouais. Et je trouve ça frustrant parce que dans le film, tu dis, oh c'est ouf, et puis quand tu vas chercher, en fait, ça s'est pas passé comme ça, et ça a juste été raconté comme ça, et c'est trop dommage de mélanger les trucs. Mais là, ça a l'air très juste dans ce que ça raconte. Même la séquence, une séquence assez forte et tout, avec le personnage de Bobby Seale qui se fait. Ouais, celle-là, voilà. Elle est clairement vraie. Je dirais pas la suite, mais. ouais, et donc en fait c'est ouf parce que le juge, c'est un odieux connard, et c'était vraiment un odieux connard, quoi. C'est pas juste le film qui le raconte comme ça. Moi, le film, je l'ai beaucoup apprécié du début à la fin, parce que justement grâce à ces flashbacks, même aux images d'archives, etc. Ça fait une respiration, ça permet une vraie immersion, et pareil, un peu de comprendre les enjeux qu'il y avait à ce moment-là. C'est parce que c'est un truc que moi j'en avais jamais entendu parler non plus, ce procès. C'est un film qui à la base devait être d'ailleurs réalisé par Steven Spielberg. Ah ouais, okay. Et Sacha Baron Cohen était déjà à l'époque dans le casting, tout ça, et il y avait aussi Ben Stiller qui devait jouer un moment, ou qui devait le réaliser aussi. D'ailleurs, ça a pu fonctionner. Ah oui, Sacha Baron Cohen aussi. Paul Greengrass aussi. Paul Greengrass, ouais. Ok. C'était pas un film Netflix, c'était Paramount à la base. Ouais. D'ailleurs, il est développé avec Paramount, ce film. Vincent, vas-y, poursuis. Oui, je disais, Sacha Baron Cohen, il est excellent, je trouve, dans ce film. Enfin, tous les acteurs sont très bons, mais lui en particulier, je l'ai trouvé très différent des autres trucs dans lesquels je l'ai vu avant. Et là, son personnage est très charismatique et très juste, quoi. Encore une fois, c'est parce que je pense aussi qu'ils sont servis par un scénario qui est vraiment remarquable, des dialogues aussi. Les dialogues sont nickel. Moi, Aaron Sorkin, je suis fan. Je sais que Raphaël, tu n'as pas encore vu le film, mais The Social Network, écrit par Aaron Sorkin, c'est ton film préféré peut-être. Donc, oui, c'est clairement mon film préféré. Après, je peux rien dire sur ce film. Donc, mais il a un talent en tout cas incomparable pour mettre en scène pour écrire en tout cas des scripts comme ça. Ouais. Pour mettre en scène après sur le grand jeu. Molly's Game. Jeu. Ouais. C'est difficile, je trouve. Moi, j'avais bien aimé. Moi, franchement, j'avais trouvé ça bien. Là, ça va, c'est rythmé ou pas? Parce que film de procès, c'est vrai que ça a l'air un peu... Ouais, justement, c'est ça. Franchement, quand tu vois la présentation Netflix, moi, j'avais vraiment pas envie de regarder le film. Vraiment pas, parce que ça fait trop de trucs politiques, et quand tu vois le film, du coup, t'es pris, ça avance bien. T'arrives jusqu'à la fin du film sans problème, et t'es vraiment très bon. Ouais, parce que 2h15 quand même. Ouais, 2h15. Ouais. Et puis il y a jamais, en fait, ce qui permet du rythme aussi, c'est qu'il y a jamais une longue séance de procès. C'est toujours des micro-scènes de 5 minutes qui racontent un jour de procès, quoi. Ouais. Et du coup, t'as pas le temps de vraiment t'ennuyer. T'as les flashbacks, mais t'as aussi des séquences en dehors du procès où ils sont dans leur QG. Et puis t'es tellement énervé après le juge que ça occupe, hein. Ça occupe bien. Carrément. Très bien, un autre mot à ajouter sur les sets de Chicago. Une blague? On peut rajouter la blague de Lef? Ah oui, c'est vrai. Imaginez le casting de 30 jours max qui ferait les sets de Chicago et les sets de Chicago qui feraient 30 jours max. Est-ce que les films seraient mieux? Mais tu vois, ça me met en colère de voir que même t'as des films danois, t'as des films américains et t'as des films français, mais on est loin à des années. C'est pas comparable, il était pas à Cannes, 30 jours max. Non mais heureusement, mais quand tu vois comme c'est écrit à chaque fois. T'as combien de films danois qui sortent en France chaque année? Oui, d'accord. Mais quand tu vois la comparaison d'écriture, enfin, je sais pas. Je sais que c'est pas comparable. C'est Thomas Winterberg et Aaron Sorkin face à Tarek Boudaloui. Mais je suis désolé, mais ça devrait pas. 120 battements en milieu. Pour moi, ça devrait même pas, ça devrait pas exister. En tout cas, Netflix qui signe encore finalement un bon film. Dernièrement, ça arrive assez souvent sur leur grosse production. Moi, j'étais souvent à tailler les films Netflix en plus. Après, ils l'ont racheté. C'était de la merde. Ouais, mais là, ils l'ont quand même. Ils l'ont racheté. Ils l'ont racheté complètement. C'était Paramount qui devait le sortir. Bon, je pourrais continuer. C'est un film qui a été écrit il y a 7 ans. En fait, je me suis renseigné c'est un film qui a été écrit il y a longtemps. Parce que c'était Steven Spielberg qui devait le faire. Mais bon, il aurait pas pu faire mieux, quoi. Très bien, peut-être que ça aurait été un petit peu moins. Il y a un extraterrestre qui arrive dans la scène d'un seul coup. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il y a aussi Mark Rylance dans le film qui est excellent et qui est un acteur qui joue souvent chez Spielberg. Vous avez raté le début de l'émission, pas de souci, on vous résume tous nos débats de la soirée en un seul classement. Comme d'habitude, on commence par le top 1 de la semaine de chaque chroniqueur. Allez, on commence par Gaël. C'était serré, moi, mais les 7 de Chicago. 7 de Chicago, ok. Drunk.
Drunk. Bah, Drunk, évidemment. Drunk. Moi aussi, Drunk. Donc, le classement en 3ème place, on retrouve 30 jours max de Tariq Boudali. En 3ème place, si on pouvait le mettre. Oui. Moi, je l'ai pas mis en 3ème place. Oui, je sais, toi, tu l'as mis. Moi aussi, je l'ai mis en 1000ème place. Bon, alors, on le sort du podium. 2ème, les 7 de Chicago d'Aaron Sorkin. Et 1er, Drunk de Thomas Winterberg. En tout cas, on avait une belle semaine, hormis 30 jours max, je trouve. Quelqu'un d'autre avait un autre film cette semaine. Calamity, moi. Et alors, c'était bien, tu l'as parlé. Ah, c'était génial. Pourquoi tu l'as pas mis dans le classement? Tu vois, t'aurais sorti 30 jours. Parce que tu m'as demandé les 3 films. Mais quand je demande le top, c'est tous les films que vous avez vus cette semaine franchement, qui sont sortis. Il serait peut-être côte à côte avec Drunk, parce que c'était vraiment super. Les musiques géniales, les personnages fantastiques, les dessins super. On dirait qu'il se fout de notre gueule. Non, vraiment. Ah non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour moi, c'est pas un film réservé aux enfants, c'est un film vraiment. Oui, c'est un film d'animation, c'est ça. Ouais, c'est un film d'animation qui est vraiment super. Et franchement, c'est vraiment une très belle initiative. Et je crois qu'il a remporté un prix à Annecy, il me semble. Et ben franchement, c'est pas volé. J'ai pas vu les concurrents, mais c'est pas volé. C'est pas volé. Bon, au moins on a fait le tour. Après les tops, il est maintenant l'heure du quiz. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, come on. Anyway, lead on. Allons-y. Bonsoir et bienvenue dans le quiz de The Cinema Show. Alors vous le connaissez, on commence par la première question, mais avant tout les équipes. C'est une revanche de la semaine dernière. La revanche de la semaine dernière avec en capitaine Antoine et Simon dans son équipe. Et de l'autre côté nous avons Vincent capitaine et Gaël dans son équipe. Et qui avait gagné la semaine dernière juste comme ça pour savoir hein. Je sais pas vraiment. Il était pas là. C'était Antoine. Antoine ralenti des meilleures actions de la semaine dernière. Personne s'en rappelle. Pourtant j'ai regardé. Ah si, c'est sur la question Harry Potter évidemment, ça s'est joué. On passe à la C dans le titre, donc je vous rappelle la question. On prend un titre qui était au programme de l'émission et on met le mot quiz dedans. 30 quiz max peut-être ou les quiz de Chicago, je sais pas. Ouais, ça peut pas être Drunk, Raph il fait des associations. Ouais mais là je crois qu'il a dit, là c'est juste un mot qui remplace un autre, hein. On est d'accord. Oui absolument. Ouais. Pas de mélange, Pas de mélange. C'est toi qui mélangeait, d'accord. 30 quiz max. Ouais, je pense à ça, mais sinon on va dire le... Attends, c'est pas quoi le titre en français, c'est quoi? C'est les 7 de Chicago? Les quiz de Chicago. Les quiz de Chicago. Et non, c'était 30 quiz max. Yes. Désolé, donc on a voulu faire les gens en dit autre chose et voilà. L'équipe d'Antoine. On va passer à la musique de film, donc prenez vos casques. Dans quelle œuvre on entend cette chanson? Ça sent la plaine. Loin de la foule déchaînée. Non, mais t'as Titanic. T'as le bon film. Comment? Non. Braveheart, peut-être. Non. Vous avez le bon film en tout cas qui fait. Bon film? Ah oui, pardon. Voilà. Le bon film de la semaine qui fait référence. Michael Colas. Exactement, Michael Colas de Arnaud Despalières. Donc pour la blague évidemment avec Mads Mikkelsen dans le rôle éponyme. Pourquoi pour la blague? Parce que on savait que c'est Marie qui a écrit. Je pense c'est parce que vous avez travaillé dessus. En cours. Oui. Et puis surtout c'est un film produit par Serge Laloux qui est professeur à Paul Valéry. Voilà. Donc 2 points pour l'équipe de Antoine et finalement. La bulle pour l'équipe de Vincent. Je toujours, suis désolé. Il reste 2 questions, ça va. Attends, laisse faire. On passe à En or ou en bois. Alors, le producteur de Game of Thrones a expliqué pourquoi on ne voyait pas tant ça les loups de Stark dans la saison 8 de Game of Thrones, alors qu'il devait avoir un rôle plus important. Les conditions de tournage étaient trop mauvaises pour ces animaux. Est-ce vrai ou faux? Mais les loups ne sont pas. Ça sent la vérité quand même. Ouais, on dit en or. Allez, en or. On en dit faux du coup, pour l'espèce de contradiction parce que. Faux, eh bien c'était faux. Mais voilà, il a plutôt expliqué qu'il tournait avec des chiens évidemment qui n'arrivaient tout simplement pas à faire ce qui leur était demandé. Ils sont cons ces chiens des fois. Ils ont donc abandonné avec les chiens, donc ça fait un petit point pour l'équipe de Vincent face aux 2 points de l'équipe d'Antoine. On passe à la deuxième de En or ou en bois. Avant le lancement de certains classiques comme Peter Pan et Dumbo donc sur Disney+, ils affichent maintenant un message pour prévenir que le programme peut contenir des représentations culturelles datées. Depuis peu, un nouveau film est concerné par cet avertissement.
c'est Fantasia. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu parles sur juste Fantasia, si c'est vrai ou faux. Est-ce que Fantasia est concerné aussi par ces annonces qui expliquent que le film est peut-être raciste ou en tout cas une vision un peu datée? J'ai pas vu ce film. Mais Vincent a l'air de peut-être savoir. Non, pas du tout. Non, je croyais que t'avais un regard de Jean qui sait. Je dirais faux. Allez, vas-y. Moi j'aurais dit faux de base aussi. Je suis sûr que ça sera vrai. Faux. Deux faux, et bien c'était vrai. Disney vient de mettre à jour son avertissement qui est maintenant donc plus long. Et Fantasia est bien à présent donc concerné dans son avertissement. Disney reconnaît l'influence néfaste de certaines scènes de films et s'engage à ne pas répéter les mêmes erreurs pour bâtir un avenir plus inclusif. Ouais, je pas du tout. Je crois que c'est des personnages qui sont, c'est les clichés noirs en fait. Ah d'accord. Voilà. Mais je me rappelle pas. Je croyais qu'il y avait que Mickey dans Fantasia. Non mais je crois que c'est les balais. Je crois que c'est des personnages mais qui sont pas humains. Voilà. C'est contre les balais en fait. Il y a une mauvaise représentation des balais aussi. Troisième en bois, HBO développe actuellement une série consacrée à SpaceX, la société d'exploration spatiale fondée par Elon Musk, notre poteau à tous. Est-ce vrai ou faux? Elon Musk, tu dirais vrai. SpaceX. Ouais, est-ce que HBO consacre donc une série consacrée à SpaceX, je vois pas la société de Elon Musk? C'est vrai. Moi je dis vrai aussi. C'est vrai. De vrai, eh bien vous avez tous les deux raison, puisque donc c'est 6 épisodes qui racontera comment Elon Musk a choisi une équipe d'ingénieurs. C'est une série documentaire pour travailler sur une île isolée du Pacifique où ils construisent et lancent la première fusée de SpaceX en orbite, dernière en or ou en bois. Donc je vous répète, il y a 2 pour l'équipe de Vincent et 3 pour l'équipe d'Antoine. Le synopsis de Space Jam 2 avec LeBron James a fuité. Et donc le basketteur entraînera dans cette histoire l'équipe de Looney Tunes pour les Jeux Olympiques. Est-ce vrai ou faux? Pour les Jeux Olympiques, donc il n'y a plus d'extraterrestres, ça veut dire. On dit faux. On dit faux. On dit faux aussi. Ça a fuité aujourd'hui. Ah, bah faut aller. Aujourd'hui, mercredi. Lundi, tu veux dire. Lundi, ça a fuité. Ça a fuité lundi, pas aujourd'hui. C'est déjà avant-hier. Eh bien, c'est faux. Il a effectivement fuité, mais je vous ne dirai rien. Non, spoil. Mais en tout cas, vous pouvez le retrouver. Donc, depuis ça fait lundi, 4. Vous pouvez le retrouver. Exactement. Ça fait 4 pour l'équipe d'Antoine et 3 pour l'équipe de Vincent. On va passer à la qui a dit. Il y en aura 2. Avec le Covid, les cartes ont été rabattues par la nature d'une manière spectaculaire. Analyse de cinéaste. La question n'est plus tellement de savoir si les gens vont vouloir voir le film, mais s'ils vont pouvoir. Et c'est grave si on ne peut plus voir les films parce que la culture, c'est vraiment ce qui fonde l'identité d'un peuple. C'est un Français. Tarek Boudali. Non. Luc Besson. Non, c'est un Français qui parle. C'est un réalisateur. Enfin, en tout cas, Albert Dupontel. Albert Dupontel qui a réagi donc au couvre-feu alors que la sortie de son nouveau film Adieu les cons pourrait potentiellement être donc reportée. J'écoutais pas la question. Donc ça fait 4 pour l'équipe de Vincent. On passe à la deuxième qui a dit: je suis tombée amoureuse de Furiosa grâce à la façon dont Charlize Theron l'incarnait. Exactement, Anya Taylor-Joy qui parle de sa future prestation dans le prochain Mad Max dans lequel elle incarne Furiosa. Et il y aura d'ailleurs Yahya Abdul Mateen là qui jouait dans les 7 de Chicago, qui jouait Bobby Seale. En tout cas, il y a 5 pour l'équipe d'Antoine et 4 pour l'équipe de Vincent. On va passer l'équipe de Simon, à la Enola Holmes. Du coup, je vous rappelle, Enola Holmes, on enlève 3 points à l'équipe donc qui n'a pas gagné ce point-là. Bon, bref. Voilà, vous avez compris. J'ai été épinglé par l'ANPAA. Je vous le dis pas tout de suite ce que c'est. Pour mon affiche qu'ils ont jugée gênante. Ils m'ont accusé de promouvoir l'alcool auprès de la jeunesse. Exactement. Mais c'était le film qu'il fallait dire. Oui, il fallait dire. D'accord. Oui, je vais chercher quelqu'un. Moi, je cherchais quelqu'un. Fallait dire le film. Chercher l'affichiste, moi. Jürgen Lars Vance. Exactement. Merde. Et donc, vous repassez à 2 points. Et ouais, c'est violent. Mais ça. dommage à vous. C'est violent. Et donc, toujours 4 points pour l'équipe de Vincent. Mais bon, vous avez quand même 2 points de plus, c'est pas mal. On va passer donc à le quiz spécial. Un quiz spécial du coup. Alcool, évidemment, ça fait 2 points. Non, pas une... il faut dire à consommer avec modération. Il faut toujours ça à la télé. Extrêmement avec modération. À 0,5 On va penser à qui c'est celui-là. Gary King. Gary King. Crazy Earth. Non. Alors ça parle d'alcool évidemment. Je vous donne un indice. Donc c'est duo. Carré Cash. Duo. Je donne le deuxième parce Johnny que le premier Cash. est compliqué. Vas-y, Watson. Sherlock Holmes. Non.
Non, Watson, c'est un indice pour trouver Emma Watson. l'acteur. Non. Emily Watson. Punch Drunk Love. Holiday. Non, ça parle d'alcool. Watson. Ouais. Pensez à un acteur qui a joué à Watson. Oui, c'est bon. Voilà. Vas-y. Alcool. Film d'alcool. Martin Freeman. Ouais, alcool. Bah du coup ça rejoignait Sherlock Holmes, Martin Freeman. Non. Mais alcool, je sais pas moi. Martin Freeman dans un film. Rome Express. Non, un film. C'est le film. Je donne un indice. Il joue très mal ce mec. Cornetto. Ah, Dernier pub avant la fin du monde. Exactement, Dernier pub avant la fin du monde. Et oui, puisque il joue dans le dernier volet de la trilogie. Maintenant, ça me dit quelque chose. C'est King. Ils disent même, ils l'appellent King. C'était quoi son nom? Gary. Voilà. Donc ça fait 3 pour l'équipe d'Antoine qui se rapproche un peu de l'équipe de Vincent puisque vous avez 4. Donc finalement. C'est vrai que il faut pas que tu fasses des commentaires sur les points à chaque point. Prenez vos casques. De toute façon vous les avez. Non, c'est bon. Si, bien sûr. Attends. Puisqu'on passe à une réplique, un film. Drink the drink. I don't want the drink. He doesn't want the Roger Rabbit. Exactement. Wow, qui veut la peau de Roger Rabbit, mais je le prends quand même. Je le prends quand même. De Robert Zemeckis. Donc ça fait 4 pour l'équipe de Antoine. Alors là, j'ai inventé une question. C'est quoi la suite? Alors, nouvelle question de rapidité. On vous donne un film et le début d'une réplique et vous nous donnez la suite de la réplique. Voilà. C'est pas mal. Je vous donne le film. Les Tontons Flingueurs. La scène où Francis Blanche sert de l'alcool à tout le monde. Ah oui. Facile. Je vais essayer de le jouer. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Parce qu'il devenait aveugle. De whisky. Exact. Pourquoi? Parce qu'il devenait aveugle. J'allais demander pourquoi on a arrêté la fabrication de cet alcool. Exactement. Donc ça fait 5 points pour l'équipe d'Antoine. Mais lui, il a un truc avec toutes les répliques cultes là. Ton quiz. Oui, c'est ça. C'est ça mais les Tontons Flingueurs, je connais par cœur. Moi, j'ai jamais vu. Donc la phrase c'est il y a des clients qui devenaient aveugles alors ça faisait des histoires. Donc voilà, c'est ça. C'est pourquoi on a arrêté la fabrication de l'alcool. C'était ça la réponse. On passe à la Merci le Québec. Si je vous dis le phare. Lighthouse. Exactement, The Lighthouse de Robert Eggers. J'étais en train de réfléchir à autre chose. Dans lequel donc Willem Dafoe et Robert Pattinson se murgent la gueule, clairement. Un film très bizarre. D'ailleurs. Donc ça fait 5 partout pour l'équipe d'Antoine et Vincent. C'est très serré. On va passer aux films qui baisent ensemble. Donc vous connaissez, voilà, je vais donner deux films et 2 histoires en même temps et voilà, je vais essayer de vous allez trouver. Oh là là, il a pas on va les raconter. On va donner un titre qui concerne les 2 films, effectivement. On va donner un titre qui combine les 2 films et un synopsis aussi. 3 amis lycéens cherchent à acheter de l'alcool avant une soirée dans l'espace. Malheureusement, aucun d'eux n'a l'âge pour le faire. Ryan Stone va alors se créer une fausse identité pour avoir l'âge requis. Super Gravity. Exact. Super Gravity. Bravo. Donc j'allais dire ils mettent les pailles dans de la vodka du coup et Matt Kowalski les boit et tout ça. Enfin bref. Voilà, c'était ça. Ça Super en fait, ça fait rire que toi parce que Pourquoi Super Grave, il y a que toi que tu. Genre là, tu la racontes comme si c'était une scène culte, mais genre autour de la table, est-ce qu'on connaît cette scène? Ah non, mais c'est un film connu. Moi, moi je ne connais pas. Oui. Ah voilà. Ah non mais. Ok. Mais c'est pas grave. C'est le jeu. Hein. En tout cas, ça marchait bien. Super Gravity, ça marche très bien. Donc il y a 6 pour l'équipe d'Antoine et 5 pour l'équipe de Vincent. Pas tourné spécial Écosse. Dans lequel de ces films on ne boit pas de whisky? Trainspotting. La Cité de la Peur. Kingsman, le Cercle d'Or. The Big Lebowski. Le Bon, la Brute et le Truand. Ou Lost in Translation. 5 films du coup dans lequel. Mais attends, on dirait qu'on en a 4 films dans lesquels on boit du whisky. Alors, et un film dans lequel on ne boit pas de whisky. La Cité de la Peur. Kingsman, le Cercle d'Or. The Big Lebowski, Le Bon, la Brute et le Truand et Lost in Translation de Sofia Coppola. Je vais pas dire le réalisateur des autres. Ce n'est pas grave. Donc Kingsman, le Cercle d'Or, c'est le même film. Parce que je me rappelle, il y a une entreprise de... Mais c'est peut-être pas du whisky qu'ils font. Ouais, je sais pas. Le Cercle d'Or, j'ai pas vu. Je sais pas ce que c'est. Moi, je dirais peut-être ça. Bah, Kingsman, le Cercle d'Or, c'est le même film. C'est le deuxième Kingsman. Ah d'accord. Ouais, c'est le deuxième. Il y a une entreprise d'alcool, mais c'est peut-être pas du whisky, je sais plus. Mais tu l'as pas vu. On réfléchit. Il y en a combien? Il y en a 4 Il y en a 5. Alors, La Cité de la Peur, Kingsman, le Cercle d'Or, The Big Lebowski, Le Bon, la Brute et le Truand ou Lost in Translation. Alors, le Big Lebowski, c'est pas du whisky qu'il aussi. Mais ouais, mais il doit y avoir un verre à un moment. Genre, on lui propose. Ouais. Bon, bah, si tu veux, dans lequel de ces films on ne boit pas de whisky? Allez, il faut dire une réponse. Nous, on dit The Big Lebowski. Ouais. Bah, on partait sur ça aussi. Allez, on part sur. Allez. Alors, dans La Cité de la Peur, évidemment. Juste un doigt. Oui. Exactement. Mais non, un whisky d'abord. Un whisky d'abord, tout simplement. Lost in Translation, Bill Murray fait la pub pour un whisky, le
Century Whisky. Dans Le Bon, la Beauté, le Truand, il a la phrase, la réplique Luke, un whisky. Je suis sûr que c'est. Et dans Kingsman, c'est le whisky Statesman. Et donc, c'est dans The Big Lebowski, puisqu'il boit du White Russian, donc avec de la vodka, sans whisky. Donc, c'est un point. On lui propose pas un whisky à un moment. 7 pour l'équipe d'Antoine et 6 pour l'équipe de Vincent. On va passer à la casting 5 étoiles. Alors, André Ferrol, Solène Rigaud, Isia Higelin, Anna Girardot, Chiara Mastroianni, Céline Sallet, Michel Houellebecq, Vincent Lacoste, Gustave Kervern, Benoît Poulvorde, Gérard Depardieu. C'est un film de 2016. Français. Non, c'était pas lui. Hippocrate. Non. Gérard Depardieu, Benoît Poulvorde, Gustave Kervern, Vincent Lacoste, Michel Houellebecq, Céline Sallet, Chiara Mastroianni, Anna Girardot, Isia Higelin, Solène Rigaud, André Ferrol. C'est un film de Kervern et Delépine, je vous le donne. Hop. Kervern, Delépine. Mais attends, arrête. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Si, attends. Vincent, il est là. J'ai oublié le titre. Je vous redonne le casting une dernière fois. Gérard Depardieu, Benoît Poulvorde, Gustave Kervern. Le bruit du. Non, c'est le truc avec les vignes, là. Michel Houellebecq. Ouais, c'est ça. J'adore ce film, donc je trouve ça dommage. C'est le truc avec les vignes. Benoît Poulvorde et Gérard Depardieu, ils sont sur la route et ils boivent ensemble. Exactement. Je pense qu'il a. Comment il s'appelle ce film? J'ai soif. Non, je vais vous le donner. On aime boire. Vas-y. Si vous l'avez pas, c'est bon, vous l'avez pas. C'est Saint-Amour. Ah oui, les personnages font la route des vins. Mais jamais j'aurais dû. Prenez vos casques, Gaël. Marie Lemoine adorait ce film d'ailleurs. Moi je l'aime beaucoup aussi. Musique de film, donc question de rapidité. Dans quel film on peut entendre cette musique? Life is so simple. Oui, Star is Born. Ouais, j'avais dit ça et je l'ai pas dit en fait. A Star is Born. D'ailleurs, sur ton Plex, c'est pas la bonne affiche. Hein. C'est un vieux film des 50. Très bien. Je tiens à le signaler. Ah non, c'est juste que j'ai le vrai. Ah, t'as l'original. J'ai l'original. Ce n'est pas grave. Donc, c'est 8 pour l'équipe d'Antoine et 6 pour l'équipe de Vincent. Mais attention, on arrive au duel time. Avec, du coup, bon, j'ai fait 3 duel time, mais bon, j'en fais un bonus après si jamais. Non, si tu veux, tu m'en fais un moi. Non, mais tu nous laisses choisir entre les 3 thèmes. Ouais, je vous laisse choisir entre les 3 thèmes. 3 thèmes, pardon. Donc, duel time qui fait rapporter ou perdre 5 points. On le répète. Parce que oui, pas dire les règles, Raphaël. Non, exactement. Alors, il hésitait en plus. Hein. Non, c'est juste que comme il est perturbé. Alors, l'équipe d'Antoine, vous êtes devant, donc vous allez choisir entre 3 sujets. Infidélité, vinasse ou sobriété. Allez, Antoine, c'est toi qui vas devoir jouer. Vinasse. Ah, toi, tu pars sur ça. Je pars sur vinasse. Allez, je partir sur vinasse. Vinasse. Laquelle de ces célébrités ne produit pas de vin? Antonio Banderas. J'adore cette question maintenant. Ce genre de question. Hein. La semaine dernière c'était le miel, là c'est le vin. Bon, c'était Antonio Banderas, Angelina Jolie, Gérard Depardieu ou Jennifer Lopez. C'est hyper dur. Je sais pas du tout. 4 propositions. Mais pourquoi je vois bien un truc genre Gérard Depardieu en fait ne produit pas de vin. C'est vrai. J'ai envie de dire Gérard Depardieu. Allez, vas-y, c'est toi qui. Ok. Alors, Vincent, je te laisse le choix donc entre infidélité ou sobre. Je veux dire sobre. Oui, parce qu'il n'y a que les capitaines aussi qui peuvent répondre. Exactement. Je le redis aussi. C'est parce que là, on n'a aucune idée, ça Emmanuel. Qu'est-ce que vient faire infidélité au milieu de ces deux thèmes? Alors, à cause de ça. Laquelle de ces célébrités n'a pas arrêté de boire de l'alcool? Gérard Depardieu. Ben Affleck, Christophe Lambert, Madonna ou Nathalie Portman? C'est tellement simple. Quelqu'un qui aurait pas arrêté? Laquelle de ces célébrités n'a pas arrêté? Donc elle continue de boire de l'alcool. Mais les autres ont dit. Les autres ont arrêté. Les autres ont dit je ne bois plus d'alcool. Mais ça veut pas dire qu'elle se boit la gueule, tu vois la personne. Ah non, bien sûr. Pas du tout. Il faut vraiment connaître les gens. C'est juste que ces personnes. Voilà. Une de ces 4 personnes, je vais croisé hier. Je vais les répéter. Donc Ben Affleck, Christophe Lambert, Madonna, Nathalie Portman. Donc une de ces personnes boit toujours de l'alcool. Sans en abuser, évidemment. Nathalie Portman. Ouais, Nathalie Portman. Alors, est-ce que vous voulez l'autre question? Oui, on répond à 2. Pour le bonus, ok. À 4. Donc, infidélité, on le sait, tous et toutes, la boisson préférée de James Bond, c'est
Le White Russian. Martini au shaker par la cuillère. Pas à la cuillère, pardon. Donc personne ne savait. Ceci dit, le petit James lui fait des infidélités, puisque dans ses films, il y a d'autres boissons. En tout cas, il ne boit pas ce fameux vodka martini. Je vais vous donner 4 films. Et dans l'un de ces films, il ne boit pas de vodka martini. 4 James Bond, du coup. 4 James Bond. Et George Lazenby, il aimait pas, je crois. Il boit un jus d'orange à la place. Ah non, où il respecte ses goûts, parce que j'ai pas écrit cette question. Il respecte du coup, dans un de ses films, il boit du martini. T'as bien fait de pas la faire. C'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai pas suivi. Film, il respecte ça. Voilà. Casino Royale, Meurt un autre jour, Goldfinger ou L'espion qui m'aimait. Et il y en a que dans un seul où il boit du martini. Il y en a que dans un seul où il boit du martini, exactement. Casino Royale. Ouais, moi j'aurais dit Casino Royale. Parce que c'est celui où ils remettent les bases. Ouais, mais en vrai, je suis pas sûr. Je le vois pas boire un truc. Ça fait longtemps que les gars. C'est Mads Mikkelsen qui lui vole son verre et qui boit à la place. Alors il se le met dans l'œil. Ouais, Casino Royale. Allez, Casino Royale. Tout le monde Casino Royale ? Ouais. Alors dans Casino Royale, il boit un Vesper. Comme le personnage, évidemment, d'Eva Green. Ouais. Dans Meurt un autre jour, c'est un Morito. Dans Goldfinger, c'est un Mint Julep. Et dans L'espion qui m'aimait, donc il continue à boire son fameux vodka martini. Mais ça l'empêche pas de boire autre chose, puisqu'il boit un Glühwein. Donc, ok. Voilà. Bon, maintenant nos vraies questions. Alors, les vraies questions. Donc je vous rappelle que vous avez 8, Antoine, et Vincent, vous avez 6. Alors, on commence par le vin. Laquelle de ces célébrités ne produit pas de vin ? Antonio Banderas produit du vin, évidemment. C'est sûr. Ouais, ça, c'est Angelina Jolie avec Brad Pitt produit du vin, évidemment, on le sait. Gérard Depardieu en produit, évidemment. Ouais. Attends, ouais. C'est Jennifer Lopez qui ne boit pas d'alcool et qui n'en produit pas. Elle ne boit pas d'alcool. Laquelle de ces célébrités n'a pas arrêté de boire de l'alcool ? Ben Affleck, il a arrêté puisqu'il était addict, il était alcoolique. Christophe Lambert, c'est la même chose. Mais oui. Voilà. Nathalie Portman n'en a jamais bu. Ah, et c'est Madonna qui produit du vin et donc elle n'a pas arrêté. Comment ? Donc elle n'a pas arrêté. Ne boit pas d'alcool. Ah, il cherche ses questions à chaque fois. Arrêtez. Tu peux arrêter sans compenser, non ? Bon, alors, point sur l'histoire. On a tous perdu. Fait 3 pour l'équipe de Antoine et 1 pour l'équipe de Vincent. Donc c'est une victoire de Antoine et Simon. Encore, j'ai envie de dire. Merci Raphaël pour ce quiz, merci. L'émission touche maintenant à sa fin. J'aimerais remercier Tom pour la technique de l'émission ainsi que Margot pour la réalisation de la vidéo. Remerciements aussi à l'équipe du jour ainsi qu'à Berniste de nous avoir présenté son film du 48 heures qui a remporté le prix TCS de la meilleure référence. Si l'émission vous a plu, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook, Twitter même maintenant. La semaine prochaine, on se retrouve avec un spécial Cinémed, une spéciale Cinémed et 2 films au programme. Adieu les cons d'Albert Dupontel qui est sorti aujourd'hui et Peninsula de Sang-Ho Yeon qui est aussi sorti aujourd'hui. Ce soir, on se quitte avec un extrait de l'excellent premier album de Ichon pour de vrai. Le titre s'appelle 911 et comme le reste de l'album, c'est superbe vraiment. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier, mais c'est encore un peu maintenant. Je ne les ai jamais crus, j'ai toujours su que j'aurais eu le choix. J'ai des doutes parfois. Est-ce que je peux compter sur moi? Je suis né, c'était le 11 septembre. La vie m'a appris à me défendre. Dans un coquillage, des cendres. Je vais souffler sur une plage, le vent fait s'enrouler les vagues, le sang coule dans mes veines, je le sens. Je le sens. Je vois l'infini quand je regarde devant moi. Tout s'illumine tant que je garde le sang-froid. Je fais de la musique, j'essaie pas de me vendre. J'ai le temps, j'ai le temps. Je suis né dans le 9-3 en 1990. Je me sens libre quand je rappe, je me sens vivre quand je lis. Y'en a pas de comme moi, je continue parce que je sais que je vais y arriver.
me sens vivre quand je lis. Y'en a pas de comme moi, je continue parce que je sais que je vais y arriver. Je ne les ai jamais cru, j'ai toujours su que j'aurais eu le choix. J'ai des doutes parfois, est-ce que je peux compter sur moi? Je préfère pas compter sur les gens. À fond sur l'autoroute, je chante. À la radio, j'écoute France Bleu. La vie, c'est pas tout noir, tout blanc. Je serais pas mort à 27 ans. Ça m'enlève au moins un doute, tant mieux. Je vois l'infini quand je regarde devant moi. Tout s'illumine tant que je garde le sang-froid. Je fais de la musique, j'essaie pas de me vendre. J'ai le temps, j'ai le temps. Je suis né dans le 9-3 en 1990. Je me sens libre quand je rappe, je me sens vivre quand je lis. Y'en a pas de comme moi, je continue parce que je sais que je vais y arriver. Je suis né dans le 9-3 en 1990. Je me sens libre quand je rappe, je me sens vivre quand je lis. Y'en a pas de comme moi, je continue parce que je sais que je